Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, notre partenaire, le Clémy, nous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran et on découvre dans un instant un nouvel épisode. Et puis, elle a une idée derrière la tech. Toujours, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne, ça va? Bonjour. Pleine forme. Vous nous parlez aujourd'hui d'une société spécialisée en intelligence artificielle mise au service des institutions culturelles. Absolument, il s'appelle Ask Mona. Ils ont déjà placé leur chatbot intelligent chez une centaine de clients du monde de la culture. Je vous en dis plus tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, 6 février 2024, c'est le Safer Internet Day, un événement annuel et international qui fête cette année ses 21 ans. Cette journée, qui fait partie d'une initiative européenne, vise à sensibiliser aux usages du numérique du côté des plus jeunes, de leurs familles et évidemment des professionnels qui travaillent avec eux. On en parle aujourd'hui avec notre invité du jour, Axelle Dessein. Bonjour Axelle. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur, directrice d'Internet sans crainte. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et on regarde ensemble un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy, tout de suite. Tu savais qu'hier, ils ont participé à un concours? Ah, lequel? Un concours sur Internet pour élire la plus belle photo de gâteau fait en famille. Allez, on se bouge là, on s'agite là, on reste pas en place. On se focalise sur l'objectif. Et un objectif, ça se fixe et ça s'atteint. Papa, il a toujours été comme ça. C'était pire à notre mariage. Appliquez-vous sur le glaçage, là, il faut que ça brille. Moi. Je veux du merveilleux, je veux qu'on leur donne envie de le dévorer. Quand est-ce qu'on mange chez Gâteau? Pas tout de suite, ma chérie, il est pas encore tout à fait prêt. Bon allez, on se remotive, c'est la dernière ligne droite avant la photo. Tu peux prendre les copeaux de chocolat. Attention, ça glisse. Y a pas assez de décoration là. Dépêchez-vous. Rajoute des cœurs en sucre. Ah, là, c'est parfait pour la photo. Attention. Tu veux voir la photo? Carrément! Oh, passe-la moi en Wi-Fi. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Voilà, on m'accuse souvent de plein de choses, mais ce n'est pas de ma faute si on ne m'utilise pas bien. Je peux être un très bon moyen de passer de super moments en famille. Je peux vous apprendre plein de choses. Il faut juste savoir m'éteindre ou me mettre en veille quand il le faut. Allez, maintenant on attaque le concours du plus beau jardin. Et on est le 6 février 2024 et c'est le Safer Internet Day, cette journée spéciale qui veut fournir un cadre préventif et surtout un dialogue autour des potentiels dangers d'Internet. Et ce, autant du côté des comportements que des contenus consommés par les jeunes. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Axelle Dessein, directrice d'Internet sans crainte. Vous connaissez ce plateau par cœur, Axelle. Vous êtes là pour nous parler donc cette journée mondiale pour la sécurité sur Internet, alors que le discours médiatique ambiant a tendance à diaboliser l'usage du numérique et d'autant plus chez la jeune génération. Le Safer Internet Day propose d'être une dynamique plutôt d'écoute, de dialogue. C'est pour vous aussi l'occasion de donner la parole aux jeunes ? Tout à fait. En fait, on a envie que toute la société se saisisse de ce sujet et qu'effectivement, les enjeux d'accompagnement des jeunes, enfin, finalement, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais qui concerne les jeunes en particulier. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a toujours à cœur de les intégrer dans cette campagne, mais là, plus particulièrement cette année, on s'adresse plus directement à eux, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette année, justement, ils sont au cœur du dispositif? Bon, de toute façon, on adresse... c'est vrai qu'on adresse plutôt les jeunes à travers l'adulte qui est à côté, c'est notre démarche à Internet sans crainte. Et on avait déjà besoin effectivement que les adultes comprennent les enjeux. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai que cette année, on a choisi le thème de la responsabilité en ligne. On avait envie d'aborder ce sujet-là, puisque comme vous l'avez dit, le Safer Internet Day. Non, mais le Safer Internet Day est un événement mondial, mais en fait, dans chaque pays. Puis au départ, c'est une initiative européenne du réseau Safer Internet, dont Internet sans crainte fait partie. Et on est assez libre, finalement, dans chaque pays, de porter les sujets qui nous semblent importants. Et on trouvait que cette question de la responsabilité, elle était clé, parce qu'il s'est pas mal de choses ces derniers temps au niveau législatif. Alors, il y a déjà au niveau européen, avec la mise en place du DSA, qui vient quand même poser de nouvelles règles pour les plateformes
et les réseaux sociaux qui sont très utilisés par les jeunes et par nous tous. Et puis c'est vrai qu'en France aussi, il y a eu plusieurs lois ces dernières années pour essayer de poser un cadre, accompagner ces usages. Et on s'est dit, tiens, finalement, est-ce qu'on est tous responsables sur Internet? C'est quoi un petit peu notre responsabilité? Alors ce terme, il n'est pas très engageant forcément pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce terme engagé, connecté, engagé et toi, pour se dire finalement que tout ce qu'on fait en ligne, c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a une présence en ligne, tout ce qu'on dit, tout ce que l'on like, tout ce qu'on partage, engage notre responsabilité. Et si on veut que tout se passe bien, quelque part, il faut se bouger un peu, il faut s'engager un peu pour avoir un comportement responsable. C'est ce message-là qu'on veut porter. Que vous voulez porter cette année. Alors justement, une question qu'on pourrait se poser aussi, c'est que quand il s'agit de l'industrie, des réseaux sociaux, des responsables politiques, des parents, des jeunes eux-mêmes aussi, chacun donc a un rôle à jouer sur cette responsabilisation pour rendre Internet plus sûr. Par où est-ce qu'on peut commencer? Si vous avez un message adressé aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action à notre échelle? Mais justement, on s'est posé exactement cette question. On s'est dit, le champ, il est hyper large. Quel message on peut transmettre qui est à la fois simple et dont chacun peut se saisir tout de suite pour changer sa manière de se comporter et de voir tout de suite des résultats. Donc, on a choisi d'apporter des réponses à cette question connectée, engagée et toi, avec 3 angles, et montrer qu'on peut déjà être responsable pour soi-même, mais aussi pour les autres, parce qu'on partage une communauté, quand on partage un espace numérique avec d'autres, quand on est en ligne, et aussi pour la planète, parce que finalement, nos comportements numériques ont aussi un impact sur l'environnement. C'est un sujet qui touche beaucoup les jeunes, c'est un sujet qui nous était souvent remonté, et leur montrer que là aussi ils peuvent agir, c'est bien. Donc pour y répondre plus concrètement, à l'échelle individuelle, on a choisi de porter le message « Je dompte mes algorithmes ». Alors on avait envie de porter ce message-là, parce que c'est une manière de dire « Je dompte mes algorithmes ». D'abord, ça interpelle un peu. C'est vrai. C'est un message qu'on n'entend pas souvent dans l'éducation numérique et pourtant il est clé. Parce que finalement, comprendre l'univers numérique dans lequel on est, comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, cette économie du numérique, cette économie de l'attention, savoir comment ça marche, c'est aussi pouvoir en avoir la maîtrise. Donc à la maîtrise de ces contenus, la maîtrise du temps aussi, d'avoir conscience que ces outils sont quand même conçus pour nous rendre très captifs. Quand on le sait, on est déjà plus, on est un peu plus détendu. Ça permet plus de distance. Ouais. Voilà, pour se dire, ok, tout n'est pas de ma faute, mais j'ai peut-être des clés pour pouvoir y répondre. Et puis, à l'échelle de sa communauté, on a choisi ce message, le GOAT, c'est moi. On a été vraiment choisir un vocabulaire qui est proche des jeunes, ce terme qu'ils utilisent pour parler de leur influenceur, de leur youtubeur préféré, ce GOAT auquel on a envie de ressembler. Et derrière ce GOAT, c'est moi, c'est une manière de leur dire, toi aussi, tu peux être l'influenceur de ta communauté en étant bienveillant, en étant respectueux, en étant vigilant et en agissant face au cyberharcèlement, ou en évitant de propager des fausses informations, des discours de haine. Donc ça permet d'aborder un peu tous les sujets d'éducation, mais à travers des messages positifs et surtout où on est en action. Ce qu'on avait envie de dire, c'est qu'on peut tous... En fait, on peut tous faire quelque chose, on peut tous agir et en voir des résultats tout de suite. On peut tous être acteurs, tous. Et puis aussi, vos partenaires. On compte parmi eux Meta, Apple, Samsung notamment. Sur quel sujet vos partenaires, justement, s'engagent-ils? Notamment sur une meilleure régulation des contenus? Nous, vraiment, avec cet événement, on a envie de fédérer largement. Donc, ça nous semble évident que les acteurs de l'industrie soient à nos côtés sur ces sujets. D'abord parce que ils ont des usagers, que ce soit les opérateurs téléphoniques, les fabricants, les réseaux sociaux. D'ailleurs, toute l'année, on travaille avec les réseaux sociaux pour justement leur donner des pistes, les amener à prendre davantage en compte la protection des mineurs et considérer que les mineurs sont un public à part. Et bien sûr, c'est un événement sur lequel on fédère aussi les ministères concernés, les institutions et tout le réseau aussi des associations de protection de l'enfance. Cette sensibilisation, Axel, que vous menez auprès des jeunes, elle est aussi sur le temps d'écran qu'ils passent devant leur téléphone, leur tablette, leurs ordinateurs. Aujourd'hui, un jeune, en moyenne, il passe combien de temps sur un écran ? Alors, quand on parle d'un jeune, on parle de quel jeune et quel âge. Oui, c'est vrai que sont tous différents. Alors, c'est un peu comme la courbe de croissance, ça va en évoluant aussi. C'est-à-dire que on est quand même sur des usages assez importants sur les tout petits, parce que on est à presque 1 heure à 2 ans, c'est beaucoup. Enfin, c'est bien plus 1 heure par jour. 1 heure par jour, oui. Et jusqu'à 4-5 heures en fonction des études pour les adolescents. Alors, après, quand on s'arrête au temps d'écran, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut plutôt s'intéresser
passer aux usages. Mmh. L'important, c'est surtout, parce qu'on a beaucoup de parents et puis même les professionnels qui nous disent voilà, que ce temps d'écran, c'est vraiment ce qui les préoccupe le plus. Et nous, on essaye effectivement de faire changer un petit peu le curseur aussi et de dire que l'important, c'est les contenus, les usages et surtout de trouver un équilibre dans tout ça. C'est-à-dire les écrans, ça fait partie de nos vies. On les utilise pour plein de choses. Pour un adolescent aujourd'hui, c'est quand même l'espace où il est en contact avec sa communauté, c'est l'endroit où on se divertit, c'est l'endroit où on s'informe, donc ça fait partie de nos vies. Mais comment faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre avec le reste et qu'on en ait un rapport apaisé, j'ai envie de dire. Un rapport sain au numérique. Si cette nouvelle porte d'entrée, Axel, vers le monde numérique n'est pas sans appréhension, évidemment, du côté des enfants, il en est de même du côté des parents. Selon l'étude OpinionWay pour Internet sans crainte, 56% des parents considèrent qu'Internet est un lieu dangereux pour leurs enfants. Comment ces parents, vous les accompagnez aujourd'hui ? Alors effectivement, les parents, c'est un maillon clé dans l'éducation au numérique des enfants. D'abord parce que c'est les parents, et ça fait partie de leur rôle aussi d'accompagner leurs enfants au quotidien. Parce que c'est en général quand même eux qui décident et choisissent les équipements aussi. Donc l'important, là on se rend compte que les parents, ils ont été face à plein de messages autour du numérique, parfois des messages angoissants, contradictoires, et ils sont un peu perdus. Donc ils ont besoin effectivement d'être accompagnés, mais pour ça ils ont besoin de comprendre les enjeux en fait. Ils ont vraiment besoin de comprendre pourquoi c'est nécessaire de le faire, où est leur place et comment le faire bien. Parce qu'ils sont encore dans une situation où ils se sentent soit pas légitimes, soit pas compétents. Alors c'est vrai que cette génération quand même de parents, elle rajeunit, donc plus à l'aise avec le numérique. Mais pour autant, on sent qu'il y a encore des freins, des verrous à lever, et surtout, ils ont besoin de comprendre pourquoi il faut le faire, et c'est ça qu'on essaie de faire avec eux. Que vous essayez de mener. En préparant cette interview, justement, je suis allée faire un tour du côté des chiffres. J'ai vu qu'un ado sur 4 a été confronté au cyberharcèlement, mais seulement un jeune sur 4 signale les contenus choquants ou haineux en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Moi, c'est un chiffre qui m'a choquée. Pourquoi ce chiffre est-il si faible sur le signalement des contenus à caractère, les contenus sur les sujets du harcèlement notamment ? Est-ce qu'on devrait avoir moins peur aujourd'hui de dénoncer, surtout en ligne, que dans la vraie vie ? Non ? Alors, ça veut dire qu'il y a encore du travail, déjà, sur la sensibilisation et d'informer sur l'existence des outils de signalement. Je pense qu'il y a un travail encore à faire. Nous, on milite pour ça, auprès des réseaux sociaux notamment, pour que tous les paramétrages disponibles, pour les jeunes comme pour nous, soient mieux connus, soient mieux intégrés au parcours utilisateur, pour que ce soit évident, et que ce soit bien identifié qu'on a des outils à l'intérieur de son réseau social pour faire du signalement. Donc ça montre peut-être qu'il y a un manque de ce côté-là. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, et on espère que ça va progresser, mais les jeunes nous disent aussi que parfois quand ils activent ces boutons de signalement, il ne se passe pas grand-chose derrière, les contenus ne sont pas retirés. Donc c'est sûr qu'il faut que l'action, que ce qui se passe derrière soit encore plus pris en compte. Une question globale, effectivement. C'est une question globale, en amont et puis en aval aussi. On continue, Axel, si vous le voulez bien en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Yes. 130 lives are lost annually due to falls from heights in the construction industry. To combat this, the Italian Institute of Technology and INAIL have pioneered the Falls from Above project. This project's heartbeat? Cutting-edge technology aiming to drastically decrease these unfortunate accidents. At its forefront are wearable devices like exoskeletons and airbags.
De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Axelle Desain, directrice d'Internet sans crainte. Axelle, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus, évidemment. Vous nous parlez aujourd'hui, Jeanne, d'intelligence artificielle, oui, mais au service, cette fois-ci, des institutions culturelles. Et plus précisément d'une société française qui s'appelle Ask Mona, demande à Mona en français, née en 2017, de l'imagination de deux entrepreneurs, Marion Carré et Valentin Schmitt, et de leur rêve de pouvoir chit-chatter avec la Joconde. Après un travail acharné, c'est chose faite. Ask Mona se targue aujourd'hui d'avoir travaillé pour une centaine d'institutions culturelles et de leur avoir livré leur chatbot ou agent conversationnel dont ils recensent sur leur site les bons mots, comme avec le musée du Moyen-Âge où Adam ne croit plus en le dicton « An apple a day keeps the doctor away » ou encore Adèle Hugo, la femme de Victor Hugo dont il a bien souffert lors de sa relation extra-conjugale avec Sainte-Beuve qui n'avait de sein, si on comprend bien, que le nom. Alors leur secteur d'activité, ce sont donc les chatbots à teneur plutôt historique. Absolument. Ask Mona, c'est une société qui met en effet ses solutions conversationnelles assistées par l'IA au service des institutions culturelles qui vont du musée du Louvre au Centre Pompidou en passant par la Fondation Louis Vuitton ou le Colisée à Rome. On écoute le cofondateur Valentin Schmitt autour d'une expo qui avait eu lieu à Metz sur le peintre italien et vegan Arcimboldo. Avec la puissance des téléphones aujourd'hui, on peut ouvrir les publics à de l'enrichissement culturel et leur raconter des nouvelles histoires autour des œuvres d'art. S'attaquer à Arcimboldo, c'est pas une sinécure. On a donc décidé de développer un chatbot, un agent conversationnel, et grâce à cet outil, tout le monde peut converser avec les œuvres de l'exposition. Enrichissement culturel, oui, mais personnalisé. Je parlais de leur rêve de pouvoir tailler le bout de gras avec Mona Lisa. J'en ai fait de l'expérience en essayant de la cuisiner, la Mona, en allant sur leur boat, en lui demandant, eh bien, si elle sourit, c'est parce que ce serait pas parce qu'elle serait amoureuse, auquel elle me répond que son sourire est le fruit d'une multitude de sentiments, le reflet de l'âme humaine. Oui, oui, oui. Je la relance, mais t'as déjà été amoureuse ou bien ? Encore une fois, elle me l'a fait à l'envers. Certains disent que j'ai été amoureuse, mais il n'y a pas de preuve. Là, j'embraye sur Léonard, amoureuse ou pas de Léo. Et là, elle me dit Léonard était une personne d'une grande curiosité artistique. Ok, super. Conclusion, Mona Lisa, c'est une experte de la langue de bois, comme celle du panneau de peuplier sur laquelle elle a été peinte en 1503. Mais tout de même, j'ai quand même réussi à dégoter des infos comme les interprétations de son sourire, dont certains historiens estiment qu'il serait causé par le fait qu'elle serait enceinte. C'est pas vrai. Breaking news. Oh, breaking news. Mona Lisa pregnant. Alors ces chatbots, c'est un peu des chats GPT au musée, c'est ça, Jeanne ? C'est absolument ça, mais à la différence que les IA génératives telles ChatGPT, elles utilisent des quantités gigantesques de données. Ask Mona, elle se base sur l'IA dite RAG, R-A-G, pour génération augmentée de récupération. En fait, ce sont des modèles d'IA qui sont entraînés sur des données précises que des développeurs comme ceux d'Ask Mona vont faire ingérer à la machine. Et c'est la révolution importante en matière d'IA. Ça règle 90% des problèmes d'inexactitude qu'on trouve dans les IA génératives actuelles. Leurs produits phares, à eux, justement, ce sont des magnettes vendus en boutique de musée. Et ils en ont fait sur Van Gogh, François Ier, Jean Moulin, Jeanne d'Arc ou encore Napoléon. Et chaque fois, on va pouvoir parler avec les grands personnages de l'histoire comme si c'était notre meilleur ami. Et là où leur spécialisation entre en jeu, c'est que contrairement
comme on le disait à ChatGPT, ils vont délivrer une information vérifiée. Donc pour chaque personnage, ils ont travaillé avec des spécialistes. Pour Van Gogh, il va s'agir de Wouter van der Wijn, l'expert international. Pour les autres, ça va être des experts, des historiens, des spécialistes de théâtre ou que sais-je. L'idée, en tout cas, c'est que chez Asmona, c'est 50% de développeurs pour 50% d'historiens d'art. Et il reste plutôt sur la création de ces chatbots ou il travaille à d'autres solutions d'intelligence artificielle? Eh bien, j'ai interrogé leur cofondateur, donc Valentin Schmitt, et je lui ai demandé sa vision du futur de Asmona. Il m'a ainsi répondu sur ce qu'il voulait développer. Avoir des interactions qui ne soient pas que des interactions textuelles, mais qui soient des interactions de plusieurs natures différentes. Et ça, c'est aussi un autre grand défi de l'IA, c'est la multimodalité. C'est le fait de se dire, il y a plusieurs médias qui vont entrer en jeu et réussir à mêler les médias pour avoir une conversation la plus naturelle qui soit avec le plus d'éléments possible. L'idée donc va être de parler avec Van Gogh, mettons, et lui dire j'ai pas bien compris tes tournesols, et lui il va nous envoyer non seulement une explication comme c'est le cas actuellement, mais aussi pourquoi pas des détails de tableaux, tout en pouvant aller chercher dans les images, dans l'audio, dans la vidéo. C'est ça la multimodalité. Bref, toute information pertinente en fait qui pourrait répondre à nos questions sur l'art de Van Gogh. Et donc évidemment ce sera de toute évidence leur moyen de rester, de conserver leur place en tête d'un secteur qui ne cesse de s'élargir. Parmi eux, les Alsaciens de Jumbo Mana ont récemment intégré leur chatbot à la génération d'un jumeau numérique de Van Gogh. La voix a été reproduite avec l'accent à couper au couteau du peintre néerlandais, le tout diffusé au musée d'Orsay dans l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise qui vient de terminer, de fermer ses portes. Nul doute en tout cas qu'on est sur le point de vivre la médiation et l'histoire de l'art comme on l'a jamais fait. Vous pouvez suivre les actualités de Asmona sur leur réseau afin de savoir leurs évolutions futures. Ah bah en plus, si on a des breaking news comme quoi Mona Lisa était effectivement peut-être enceinte, évidemment, on y va tout de suite. Bon, ce sont des interprétations, ce n'est pas sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas, Jeanne Dreyfus. Et puis nous, tout de suite, on lance la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler évidemment avec Axelle Dessin, directrice d'Internet sans crainte. On parle du Safer Internet Day le 6 février aujourd'hui. Afin de mieux reprendre le contrôle de nos écrans, le président de la République a annoncé lors d'une conférence de presse exceptionnelle le 16 janvier dernier qu'il avait réuni une commission composée des meilleurs experts, je le cite, qui détermineront le bon usage des écrans pour nos enfants. Et il se trouve que vous en faites partie, Axelle. Donc d'abord, félicitations. Merci. C'est une reconnaissance pour vous de vos actions qui sont menées depuis des années déjà avec Internet sans crainte? Alors oui, j'espère effectivement, c'est à la fois une fierté. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels on travaille depuis une quinzaine d'années. C'est moi, à titre personnel, depuis encore plus longtemps. Parce qu'avant ma vie à Tralalaire et ce programme, je faisais du terrain associatif et déjà d'éducation numérique auprès des jeunes, des familles. Mais c'est aussi, c'est vrai, une grande responsabilité. Et voilà, il y a Internet sans crainte, mais il y a aussi plein de structures qui portent un certain message, en fait, autour de l'éducation au numérique et de l'accompagnement des familles. Donc j'ai aussi, je pense, l'enjeu de porter ces voix-là au sens large. Gros enjeu, effectivement. Qui sont les experts qui vous accompagnent? On en sait un petit peu plus. Vous les avez rencontrés? Oui, on s'est rencontrés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont... là, il y a eu la volonté de réunir à la fois des profils professionnels différents, puisqu'il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a différents types d'expertise. Donc, ça, c'est assez riche. Avec des regards aussi différents, des pratiques professionnelles différentes, c'est-à-dire avec un rapport avec le terrain différent. Donc, on a des regards qui ne vont pas forcément dans la même direction. Ouais. Mais pour l'instant, on s'écoute bien. Et je suis convaincue qu'on va réussir ensemble à bien travailler. En tout cas, on se nourrit déjà mutuellement. Le président de la République disait, je le cite, « On a laissé beaucoup de familles sans mode d'emploi. Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques, justement, commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public qui viendra ensuite. » C'est ce qu'a défendu Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse en janvier. Ce consensus, Axelle, il n'existe pas aujourd'hui. Ça fait quand même des années qu'on parle du sujet, non ?
Alors oui, mais c'est vrai qu'il y a des messages qui viennent de toutes parts et c'est pas forcément clair pour, je pense, aux familles, en premier lieu, de se repérer. C'est-à-dire qu'il y a eu des messages très anxiogènes. Effectivement, il y a des repères qui existent. Le 36912 mis en place par Serge Tisseron, par exemple, est un repère qui est assez connu, mais qui date aussi d'il y a plusieurs années, qui mérite peut-être d'être questionné, en tout cas, ou peut-être étayé. En tout cas, on se rend compte que voilà, les parents ont l'impression de recevoir des injonctions qui peuvent être contradictoires et dans lesquelles, en tout cas, ils n'arrivent pas à se repérer. Et surtout, peut-être ce qu'il faut noter, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à en voir comment opérationnellement ça peut se traduire dans leur quotidien. Comment ils se saisissent de ces messages-là, qu'est-ce qu'ils en font pour trouver leur place et transmettre les bons messages. Et c'est là tout l'intérêt, effectivement, de ce comité d'experts voulu par Emmanuel Macron. Après avoir mis des restrictions sur les jeux vidéo ces dernières années, Pékin a annoncé cet été son intention de priver les enfants d'Internet mobile de 22h à 6h du matin. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi, en France, interdire les écrans, l'usage trop important des écrans, sur des horaires définis comme le fait la Chine ? Je ne sais pas si la Chine, d'une manière générale, est le bon modèle à suivre, mais l'interdiction ne semble pas à la fois souhaitable et réaliste. Et en tout cas, elle ne va pas dans le sens de ce que, en tout cas, moi, j'ai envie de défendre, qui est plutôt un accompagnement aux écrans, et un accompagnement précoce aux écrans, et un accompagnement pour les familles à en comprendre les enjeux. La pédagogie. Vraiment d'être sur de la pédagogie, parce que de toute façon, à un moment donné, les écrans rentrent dans la vie des enfants. Même quand on fait le choix, et c'est un choix personnel de parents, de retarder cette entrée dans les écrans, ils y ont accès de toute manière. Ils ont surtout besoin d'avoir les repères pour savoir comment bien se comporter, comment bien les utiliser, parce qu'il y a plein d'opportunités quand même derrière l'écran, il ne faut pas l'oublier. Mais on a besoin d'avoir des repères, d'avoir conscience de ses responsabilités aussi, de ses droits et devoirs, parce que voilà, il y a cet enjeu-là aussi, pour pouvoir justement en profiter que des bienfaits. Donc l'interdiction me paraît être une réponse rapide, mais pas efficace, et en tout cas qui ne solutionne pas le problème de fond. Accompagner plutôt qu'interdire. À l'école, est-ce qu'il y a une doctrine assez claire quant à l'utilisation des écrans, des portables dans les collèges et les lycées ? Là aussi, on a un peu l'impression qu'on s'y perd parce qu'il y a une doctrine nationale et puis en fait, un changement de ministre, eh bien ça change. Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus ? Alors pour le coup, il y a quand même une règle qui a été mise en place et qui perdure, qui est l'interdiction des téléphones portables au collège en tout cas. Donc ça, c'est une mesure qui perdure et qui a l'air d'être plutôt bien acceptée, avec effectivement des exceptions qui sont tout à fait légitimes pour quand c'est utilisé dans un cadre pédagogique. Après, effectivement, ça questionne aussi les parents, ça questionne sur le rôle de l'école dans cette éducation au numérique. Quand on interdit les outils, c'est difficile d'avoir un discours d'accompagnement. Et parfois, effectivement, les parents se retrouvent face à une posture un peu contradictoire, où ils ont ce message de l'école, mais en même temps, par ailleurs, l'école équipe aussi en numérique, sans forcément accompagner les familles. Donc, eux, ils peuvent équiper leur enfant en téléphone avec l'école qui va interdire ce téléphone. Et puis, l'école équipe d'un autre matériel dont les parents n'ont pas forcément été concertés. Donc, c'est aussi, je pense, voilà, il faut... C'est l'objectif aussi de ce comité pédagogique dont vous faites partie, comité d'experts, c'est de définir une doctrine assez claire sur ce qu'il faut faire, à la fois dans l'éducation et dans les familles. En tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on prenne cette question sous un seul angle, qui soit celui que de la famille. Je pense qu'il faut s'intéresser effectivement à l'enfant dans tout son parcours et le prendre dès le tout petit, peut-être même dès la naissance. C'est quoi le bon discours des parents dès cette étape-là? Il y a peut-être des messages à transmettre. Et puis se dire effectivement, dans tout ce parcours, quels sont, comment ces messages peuvent évoluer et à quel professionnel on va se retrouver confronté, c'est pas le bon terme, mais dans sa vie au fur et à mesure qu'on grandit, et que s'assurer que toutes ces personnes-là puissent avoir le bon discours pour accompagner ces jeunes. Les objectifs, peut-être une dernière question avant de terminer, les objectifs de ce comité d'experts dont vous faites partie, c'est quoi? C'est d'établir un rapport, des recommandations, des propositions de loi même peut-être? Alors, on nous a demandé on nous a dit qu'on était libre, on nous a demandé d'être créatifs. Donc, on ne sait pas encore si ça prendra la forme d'un rapport, on a carte blanche. On a surtout envie que ce soit lisible, et que ce soit opérationnel. Je pense que c'est ça qu'on attend
attend de nous. Donc le temps est court et le chantier est immense. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à s'y mettre. C'est parti. Et ben voilà, il encourage les internautes à s'engager et à passer à l'action autour du slogan « Connecté, engagé et toi ». C'est le Safer Internet Day. On est le 6 février 2024. Merci encore à vous, Axelle Desaint, d'être venu nous en parler aujourd'hui sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes toujours la bienvenue, vous savez. Merci à vous, Jeanne Dreyfus, pour ces chroniques toujours aussi passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.